Eh bien, on est très content d'accueillir Nicolas Morel-Journel. Tu nous entends, Nicolas? Très très bien, et vous, vous m'entendez? Très bien, impeccable. Donc, Nicolas Morel-Journel, chirurgien urologue au CHU Lyon-Sud, urologue spécialisé en urologie reconstructrice, notamment dans la chirurgie du transsexualisme et toute la chirurgie de la sexualité. Et tu vas nous parler d'un sujet très médiatisé récemment, et tu vas nous expliquer un petit peu l'état des lieux de la transplantation de la verge. On t'écoute, Nicolas. Je partage mon écran, est-ce que vous arrivez à le voir? On voit, vas-y, partage. Mais en mode diaporama, voilà. C'est bon. C'est bon pour vous? Parfait. Ouais, c'est voilà. Bon, impeccable. Donc je vais vous parler de transplantation pénienne, ce qui pouvait sembler un peu une hérésie encore il n'y a pas très longtemps. La question se pose aujourd'hui, d'une part parce que on en est maintenant aujourd'hui à la 6e transplantation pénienne réalisée dans le monde, et donc il y a un réel enjeu à comprendre ce qui s'est passé déjà dans ces transplantations, et puis de voir quelle est finalement sa place, et est-ce que ça a sa place dans l'arsenal thérapeutique de la reconstruction génitale. Alors, sur le plan pratique, on va parler un petit peu des reconstructions de verge, comment on fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outils disponibles. On évoquera quand même les aspects éthiques qui sont bien évidemment centraux dans cette thématique-là. On parlera aussi des indications et des aspects chirurgicaux pour voir à qui on peut le faire et comment ça va se passer la chirurgie. Et puis, je vous parlerai un peu des résultats de ces transplantations qui se sont déjà faites de par le monde. Donc, l'objectif d'une reconstruction pénienne, il est multiple. Hein. C'est d'une part la fonction urinaire, qui est vraiment importante pour beaucoup de patients qui nous la demandent. La fonction sexuelle, bien sûr, hein, qui est une fonction importante, notamment dans les couples ou les personnes qui sont en couple ou en voulant voulant se mettre en couple. Il y a la fonction psychosociale aussi, avec l'image de soi, la masculinité, tout ce que ça peut représenter. Et puis, on va aussi parler forcément de l'objectif de faisabilité et la balance bénéfice-risque avec la question de la morbidité. Donc, sur le plan pratique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a essentiellement 2 options. Alors, je ne vous ai pas mis, il y a même une 3e option, mais on en parlera rapidement là. Dans les 2 options, il y a la reconstruction autologue, donc utilisant du tissu à soi, qui est la phalloplastie. Aujourd'hui, c'est une technique qui a vraiment vu son essor dans les années 80, qui existe depuis 1916 avec Gillies, qui avait fait les premières après la guerre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on va dire que ça a pris vraiment son essor dans les années 80 avec la microchirurgie et les microanastomies. On a plein de types de lambeaux, on pourrait en parler, mais voilà, il y a plein de types de lambeaux qui existent, mais ils ont quasiment tous les mêmes inconvénients à la fin, qui sont d'avoir des problèmes urinaires et des problèmes liés aux prothèses péniennes qui ne sont pas adaptées aux phalloplasties. Il y a donc les allotransplantations. Alors ça, c'est en cours de développement, c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui, c'est le propos que je vais essayer d'avoir aujourd'hui. Et puis il y a aussi un troisième type finalement d'options qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, mais que beaucoup de nos patients utilisent, qui sont des sextoys en fait, ou des prothèses adaptées, qui sont des prothèses externes, soit par l'intermédiaire de ceintures, soit même il y a un chirurgien suédois, en fait, qui est italien d'origine, mais qui travaille en Suède, qui a inventé un système où il implante 2 vis en titane au niveau du pubis, sur lequel il vient mettre des prothèses de verge. En fait, c'est des orthèses, plus exactement, plus que des prothèses, c'est des orthèses de verge qui vient fixer sur ces 2 vis. Mais il y a eu pas mal de soucis d'infection locale, et aujourd'hui, je dirais que ça reste quand même un pis-aller, et c'est pas ce qu'on peut faire de mieux, donc on va se concentrer sur la phalloplastie et l'allotransplantation. Donc voilà 2 types de résultats que vous pouvez voir. À gauche, vous allez voir ici des phalloplasties, là une phalloplastie antébracale, là une phalloplastie abdominale, qui entraîne des cicatrices au niveau de l'avant-bras. Là, c'est une phalloplastie abdominale sur une patiente que j'avais opérée d'une tumeur de la verge et qu'on a reconstruit après. Donc, il y a des possibilités de reconstruction avec des aspects esthétiques qui sont satisfaisants, même si ce n'est pas parfait. On reverra pour la question des résultats fonctionnels. Et puis, il y a les allotransplantations. Comme vous pouvez voir ici, ça, c'est la 2e transplantation mondiale, la première réalisée au Cap, qui a été une franche réussite avec des très bons résultats et fonctionnels. Et esthétiquement, c'est tout à fait acceptable. Et puis ça, c'est le résultat d'une transplantation encore plus poussée,
avec transplantation de peau, puisque c'était un blessé de guerre, un marine américain, et avec donc une partie de la peau pubienne qui a été greffée, plus la verge. Donc, on voit plusieurs options. Donc, comment choisir? Aujourd'hui, il y a eu donc 5 patients greffés, dont 4 publiés, un cas en Chine avec retrait du transplant au 5e jour, au 15e jour, pardon, devant, alors soi-disant, on n'a jamais bien su, c'était toujours un peu obscur avec nos collègues chinois, mais ça aurait été parce que le patient ne supportait pas de voir cette verge qui n'était pas à lui, il aurait demandé l'ablation. Les autres cas qui sont quand même beaucoup plus documentés et qui sont beaucoup plus sérieux, on va dire, dans la communication médicale qu'il y a eu derrière, il y a eu les 2 cas du CAP et les 2 cas de Boston. Il y en a encore 3 qui sont en vie de greffon et un qui a dû être retiré pour rejet et surinfection au cours du rejet. La phalloplastie, qui est donc beaucoup plus connue, sur une méta-analyse qui était sortie il y a quelques années maintenant, on avait sur 925 phalloplasties antébracales, hein, c'était une méta-analyse dont il y avait nos cas à nous, puis plein de cas de séries dans la littérature. Il y a eu quand même sur ces 925 phalloplasties plus de 1,5% de perte de phalloplastie. Donc déjà un risque de perte totale. 7% de perte partielle, des fistules urétrales dans 30% des cas et des rétrécissements urétraux dans plus de 8% des cas. Donc sur le plan urinaire, c'est pas parfait, on est quand même pas loin de 40% de complications. Et ça, c'était pour beaucoup de séries des résultats à assez court terme. Nous qui avons des résultats à très long terme, on pense qu'on est largement au-dessus en termes de complications urinaires. On est probablement très proche des 50% de complications urinaires si on prend des résultats à 10-15 ans. Sur le plan des prothèses, on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de complications avec un taux de révision qui est à 41% dans toutes les séries. Hein. Nous, notre série, c'est la série qu'a présenté Paul Neuville il y a quelques années. On était à 37%, mais on avait un petit peu moins de recul que les autres. On voit bien que Falcon aussi en Italie avait les mêmes taux. Les taux d'infection qui sont très élevés, on a à peu près 10 fois plus d'infections que dans des implants péniens classiques chez les hommes avec des verges en place. Et donc, on sait qu'on a une durée de vie des implants qui, selon le type d'implant, varie entre 3 et 6 ans. Ce qui veut dire qu'un jeune qui aurait 20 ans, à qui on fait une phalloplastie suite à un traumatisme ou suite pour un changement de genre, on sait qu'il va avoir probablement une bonne dizaine ou quinzaine de changements de prothèses dans sa vie. Ça fait 10-15 interventions, c'est pas négligeable, en sachant que plus on réintervient, plus c'est compliqué, plus on a des risques de séquelles. Tout ça fait qu'on n'a pas des super résultats déjà avec ce qu'on connaît, et il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'on voit bien que sur le plan des études qu'on fait, on étudie essentiellement les résultats biologiques, un peu les résultats psychologiques, mais rarement les résultats sociaux de nos interventions. Par exemple, on oublie assez souvent que sur le plan urinaire, ce qui est important pour les gens, c'est bien évidemment de bien uriner, donc de ne pas avoir de sténose et d'uriner correctement. Mais on voit aussi que ce qui peut être important sur un plan social, c'est de pouvoir uriner en public. C'est-à-dire que si vous avez une reconstruction qui fonctionne plus ou moins avec un jet qui n'est pas bon et que vous en mettez de partout quand vous êtes dans un urinal, ou que vous allez uriner debout, la fonction urinaire, finalement, elle est peut-être bonne en théorie sur le débitmètre et en termes urologiques classiques, mais sur le plan social, ce n'est pas un bon résultat pour lui. Parce qu'il ne peut pas s'en servir dans la vie de tous les jours. En tous les cas, dans un certain nombre de situations, c'est gênant. Et on peut reporter ça pour tous les éléments, que ce soit l'érection, le plaisir sexuel, l'aspect esthétique. On sait bien que voilà, le patient peut être relativement satisfait de sa verge, le chirurgien peut être content de sa phalloplastie parce qu'il trouve qu'elle a bien marché, que le résultat est plutôt pas mal, mais le patient lui-même ou des personnes extérieures peuvent dire mais ça ressemble pas vraiment à une verge que tu as fait là. La phalloplastie, elle ressemble à un tube, même si tu as fait une empreinte de gland, c'est pas une vraie verge et moi, je vois tout de suite la différence. Donc, on voit qu'il y a cet aspect social qui est important quand on parle de sexe et de sexualité et qu'on l'oublie un petit peu trop dans les études. Donc, ce qu'on peut dire sur ces résultats de phalloplastie, c'est qu'on a quand même pas mal d'études, on a 1500 patients qui sont décrits dans la littérature, mais ça fait finalement beaucoup d'études où on n'a pas tous les critères pour savoir si les patients sont satisfaits. Et quand il y a eu des questionnaires de qualité de vie, c'était assez rare et c'était assez discutable aussi en termes de résultats. Donc,
tout ça fait que si on va creuser plus loin dans comment vraiment la phalloplastie permet de rendre le service optimal pour nos patients, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'insatisfaction et que finalement, il y a peut-être une place pour la transplantation pénienne. Qu'est-ce que disent un peu les experts du domaine, hein? Jean-Michel Hubernard, que vous connaissez tous, dit, lui, quand même, des techniques classiques devraient pouvoir être réalisables dans la très grande majorité des cas. C'est discutable de faire une transplantation pénienne. Les Chinois, après leur échec, ont dit, vu les risques de l'immunosuppression, etc., il faut probablement privilégier la phalloplastie. Toujours dans le même un peu esprit, Patel, aux États-Unis, disait que la phalloplastie, on arrivait toujours à uriner, on avait des sensations tactiles, etc. Donc c'était un bon résultat et qu'on pouvait le proposer systématiquement. Avec bien évidemment les limitations que je vous ai exposées tout à l'heure. Donc on voit qu'il y en a certains qui clairement étaient pour qu'on ne fasse pas de transplantation, puis d'autres ont dit, voilà, on voit qu'aujourd'hui, le succès de certaines transplantations nous impose à revoir peut-être cette idée qu'on a eue initialement, que la transplantation n'était pas possible, la transplantation de verge n'était pas possible chez l'homme aujourd'hui parce qu'on avait une alternative, la phalloplastie. Non, c'est de dire le résultat de la phalloplastie avec son nombre de chirurgies. Moi, là, j'ai pas mal de patients qui en sont, pour certains, à 28, 29, 30 chirurgies, que ce soit des patients qu'on a opérés chez nous, qui viennent de Belgique, d'Angleterre ou d'ailleurs, s'ils ont été opérés ailleurs, mais on voit énormément de patients qui ont une moyenne d'intervention qui est entre 5 et 10 lorsqu'on les voit pour un changement de prothèse pénienne, par exemple. Donc, on voit qu'il y a énormément d'interventions pour ces patients. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'interventions pourrait faire privilégier la transplantation, où théoriquement, il n'y a qu'une intervention, mais on verra sur les résultats pratiques de ces transplantations qu'il y a souvent eu plus qu'une chirurgie lors de la transplantation. Ce qu'on peut dire aussi contre la transplantation, c'est qu'on ne sait pas quelle est la durée de vie aujourd'hui. On n'a aucune idée, c'est tout nouveau. Est-ce que ça va être 10-15 ans comme les transplantations? C'est à peu près ce qu'on imagine avec Lionel Badet, l'expérience qu'on a à Lyon des transplantations de tissus composites, avec peau et organes, donc avec les bras, les jambes, tout ce qui a pu se faire ces dernières années à Lyon. On estime les durées de vie probablement autour de 10-15 ans. Simplement, on voit que sur le plan sexuel et urinaire, les résultats que nous amènent les Africains du Sud et les Américains sont vraiment enthousiasmants. Donc peut-être qu'il y a une place. Et puis le coût, quel est le coût? C'est sûr qu'une transplantation, ça a un coût à la réalisation. Et puis ensuite, quotidiennement, enfin mensuellement plus exactement, puisqu'il va falloir payer les médicaments immunosuppresseurs et les bilans. La phalloplastie, ça a un coût par les interventions répétées. On rappelle qu'une prothèse, un implant pénien pour une phalloplastie, c'est 3 000 € en France. Si on en met 15, on va vite être à 45 000 € de prothèse, etc., etc. Tout ça nous fait dire qu'il y a quand même une discussion possible. Il y a des enjeux éthiques, bien évidemment, qui dépassent pas que la question de est-ce qu'on peut faire une phalloplastie ou une transplantation, mais aussi la question du don déjà. Il faut que les familles acceptent. C'est un organe très symbolique et on s'aperçoit que c'est pas si facile. Nos collègues américains ont décrit des difficultés certaines pour obtenir des dons d'organes, dons d'organes sur le patient décédé, bien sûr, mais ça a été pas simple. La finalité d'un soin sans enjeu vital avec réalisation d'une transplantation, c'est une discussion qui reste ouverte. On l'a vu avec le bras, les jambes, le visage, que on pouvait apporter un plus aux gens, bien qu'on réalisait une transplantation qui n'était pas vitale. Il faudra bien sûr faire une évaluation très claire avec le patient des rapports bénéfices-risques, et la question du consentement va être centrale dans cette prise de décision. Qu'est-ce qu'on soigne? On soigne quelque chose qui a des répercussions locales, la verge, pour avoir une nouvelle verge et la possibilité d'avoir des rapports sexuels, mais aussi pour avoir une fonction urinaire, une fonction sociale. Donc pas mal de choses à évoquer sur un plan éthique. Et puis, il faut aussi que cet organe puisse être intégré par le patient et qu'il puisse accepter un organe qu'il va voir tous les jours. Un rein, on ne le voit pas, un cœur, on ne le voit pas. Une verge transplantée, on va le voir tous les jours. Mais ça aussi, quelque part, les résultats des transplantations de visage ou d'organes qui se voient comme la main montrent qu'il y a une assez bonne acceptabilité une fois que l'organe est en place.
La difficulté va être d'avoir un consentement éclairé quand on a une technique qui est très peu réalisée. On est sur le domaine de la recherche et on ne peut pas dire aux gens, ben, vous avez 90% de chances que ça marche, avec une érection qui sera spontanée dans 30% des cas, etc. Parce qu'on parle que de 4 cas réalisés dans le monde avec un suivi raisonnable. Donc très difficile de faire des statistiques. On peut donner des grands chiffres, mais il faudra être honnête sur ce qu'on pourra dire aux patients. On fera bien attention de savoir quelles sont les attentes du patient et ses espoirs, quoi, vérifier qu'il a bien conscience que ça peut échouer, qu'il peut y avoir des rejets, et que c'est quelque chose qu'il faudra bien évoquer avec lui. On a d'autres facteurs qui sont importants et que nous ont montré les autres transplantations. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous, mais de Clint Hallam, qui avait eu cette première transplantation de bras et qui s'est quand même terminée un peu en eau de boudin à la fin, où il était dans les casinos à Las Vegas, il a négocié, il a vendu son bras parce qu'il n'en voulait plus sur la fin. Ça a quand même entraîné à la fin des séquelles psychologiques qui ont été non négligeables. Donc on s'est aperçu qu'il fallait probablement pas que avoir un patient sain, mais il fallait aussi qu'il y ait d'autres éléments, comme le fait qu'il fallait qu'il soit actif sexuellement et qu'il désire l'être. Que la partenaire puisse accepter ce transplant. Donc déjà avoir peut-être une petite idée de comment voit le transplant une partenaire. Le statut mental, pour cette raison, quand j'évoquais Clint Hallam tout à l'heure. Un bon support social, parce que quelqu'un d'isolé, c'est sûr qu'il va y avoir des coups de mou, des moments difficiles, il faut avoir un bon support social. Une habileté à surmonter l'humour et le stigma, parce qu'on sait très bien qu'il risque d'y avoir des moqueries. Ah, t'as été le premier transplanté, alors comment c'est une verge, t'as pris une verge très très grosse, comment elle est, etc. Il peut y avoir quand même un certain nombre d'éléments de moquerie autour de ça. Des ressources économiques, parce qu'il va falloir quand même avoir, même si une partie sera prise en charge, mais beaucoup de transport pour surveiller et sans doute une période d'arrêt qui va être assez longue. Sur le plan géographique, pas être trop loin de l'équipe qui a transplanté, et puis une bonne tolérance à l'exposition publique, parce que même si on ne souhaite pas exposer le patient, il y a de fortes chances, on l'a vu avec tous les cas de première transplantation en Europe, globalement les patients ont été retrouvés. Donc en conclusion, sur le plan éthique et global, il faut, à mon avis, aujourd'hui, vu les difficultés qu'on a sur les phalloplasties et l'aspect quand même insatisfaisant, qu'on avance et qu'on se lance dans une transplantation avec une évaluation scientifique rigoureuse. On a déposé un PHRC qui a été accepté, qui est accepté depuis maintenant 1 an. On est en train de faire tous les papiers pour être accepté par l'Agence de biomédecine. Donc ça avance bien. Et on a prévu 3 premières transplantations pour évaluer ça avec une évaluation très rigoureuse et avec beaucoup de questionnaires pour évaluer tout ça. Alors sur le plan technique, je vais vous faire un petit peu de technique pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est fait. Alors déjà, il fallait avoir la question des indications. Donc il faut que ça soit quelqu'un qui relève d'une reconstruction complète. Ça peut être les amputés traumatiques, les micropénis, les amputations post-cancer à condition d'attendre au moins 5 ans et de plutôt sélectionner les bas grades pour qu'ils puissent supporter l'immunosuppression. Et la transidentité peut se discuter, c'est en tous les cas théoriquement possible, même si l'anatomie étant très différente au départ, ça peut poser un problème sur la transplantation. Le bilan de transplantation, je passe assez vite parce qu'on a un peu de retard peut-être sur la journée, mais voilà, il y aura forcément un angioscanner, angio-IRM, surtout une évaluation psychosociale, et puis les évaluations classiques pré-transplantation. On va faire des anastomoses avec 3 territoires qui doivent être regreffés. Vous avez les artères dorsales pour avoir une bonne vascularisation du gland et d'une partie de l'urètre, les artères caverneuses qui doivent être greffées pour avoir une bonne vascularisation des corps caverneux et avoir des érections, et l'artère pudendale externe pour le fourreau de la verge, que vous voyez ici, l'artère pudendale externe qui naît sous la veine saphène, qui passe sous la veine saphène, pardon, et qu'on va venir récupérer à peu près ici pour la greffer sur le receveur. Donc on voit 3 territoires idéalement à greffer pour avoir une bonne vascularisation de la verge. Donc on voit les types d'anastomose qu'il faudra faire, la veine dorsale superficielle si on peut, les nerfs bien sûr pour la sensibilité, la veine dorsale profonde, les artères dorsales, les artères caverneuses si on peut, et le corps spongieux avec la luginée des corps caverneux qui doit être resuturé, bien sûr la peau. Voilà sur un plan technique. Après, il y a aussi la question du niveau lésionnel, parce qu'on sait tous que les artères dorsales de la verge, par exemple, vont avoir un diamètre et un calibre qui diminue plus on arrive en distalité de la verge. Donc, on a tout intérêt
à se positionner. Au niveau A, c'est en proximal par rapport à la verge, et au niveau C, c'est le niveau distal. Et on voit que plus on va être en distal, plus on aura, que ce soit pour les artères caverneuses ou pour les artères dorsales de la verge, des calibres qui vont beaucoup diminuer. Donc, on a intérêt de se mettre plutôt en proximal, quitte à recouper un peu du moignon s'il y a besoin. Il y a aussi la question de réaliser une transplantation en bloc. On fait des travaux anatomiques là-dessus aussi pour voir si on ne pourrait pas prendre la verge en totalité avec les artères caverneuses, les artères dorsales, aller jusqu'à l'hypogastrique et en fait greffer carrément l'hypogastrique pour avoir un calibre plus facile à greffer et avoir moins d'anastomoses qui sont vraiment très fines et très petites. Alors simplement, je passe rapidement, mais sur les techniques, le donneur du CAP, était un patient de 36 ans décédé, prélèvement à la racine de la cuisse, rinçage intracaverneux, et ensuite reconstruction chez le donneur. À Boston, ils ont eu un autre type de prélèvement où ils ont dû prendre la peau, comme je vous montrais tout à l'heure, parce qu'il y avait eu une amputation majeure du périnée suite à un accident de guerre hein, sur une mine. Donc, le donneur, on a prélevé la même chose avec beaucoup de tissus au niveau abdominal, centré sur les artères pudendales externes et plus la verge de façon presque totale. Sur le plan de la transplantation, comment ça s'est passé au CAP? La première fois, ils ont fait les deux artères dorsales, une seule des artères caverneuses, l'autre était trop petite, ils n'ont pas réussi à l'anastomoser, les anastomoses nerveuses et les veines dorsales de la verge. Ils ont eu une thrombose du pédicule dorsal qui a nécessité une reprise. À Boston, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont greffé les deux artères caverneuses, une artère dorsale et les veines dorsales profondes, bien sûr, anastomose nerveuse bilatérale aussi. Ils ont eu aussi une thrombose. C'est ce qui explique quand même assez souvent, il y a plutôt deux chirurgies qu'une seule, parce qu'il y a souvent une reprise pour une thrombose partielle dans ces cas-là. L'anesthésie a été faite classique. Aujourd'hui, voilà les résultats. Sur les 5 qui ont été réalisés, celle de 2006 a été donc enlevée assez rapidement. Celle de 2014 est toujours en vie. Il a même eu un enfant, il s'est marié, il a une verge qui est fonctionnelle avec des érections. Celui de Boston, aujourd'hui, on a plus de recul et on a un retour des érections avec une vie sexuelle qui a pu revenir. Le numéro 2 du cas a fait malheureusement un rejet chronique qui a dû être enlevé au bout de 2 ans. Et la dernière de Boston a commencé aussi à retrouver des érections. Donc voilà, simplement pour revenir sur ces reprises, mais je vous passe un petit peu, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Ce qu'on voit simplement à distance, c'est qu'on a un IEF à 26/30, un Qmax à 16,3 millilitres par seconde, et une paternité en 2018, ce sont quand même des résultats qui font rêver. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi celui qui a eu un rejet, à qui on a dû tout enlever. Je passe un peu vite sur celui de Boston, que c'est la même chose, c'est le même principe à peu près de résultat. Il y a aussi, quand on transplante une verge, il faut aussi penser à l'avenir. Parce que se dire qu'effectivement, s'il y a un échec, on pourra peut-être proposer une phalloplastie, par exemple. Mais à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas abîmer tous les vaisseaux receveurs, parce qu'on n'a pas des vaisseaux receveurs à l'infini. On peut avoir l'épigastrique, on peut avoir les veines saphènes, on n'a que 2 épigastriques, 2 veines saphènes. Et après, ça fera sinon des anastomoses avec une saphène, un morceau de saphène pris plus bas au niveau du mollet pour faire un pontage. Et plus on va faire d'anastomose avec un pontage, plus on aura de risque de thrombose. Donc c'est vrai qu'il faut privilégier, si possible, l'épargne vasculaire et essayer de faire des anastomoses, de ne pas en faire trop, pour garder des tissus pour éventuellement une phalloplastie secondaire. Donc épargne de vaisseaux au maximum, parce qu'on voit que si on utilise tout, on va essayer de tout utiliser d'un côté, épigastrique, artère pudendale externe, veine épigastrique, veine dorsale, ça on peut tout faire d'un côté, et puis de l'autre côté on le préservera pour une phalloplastie. Donc en conclusion, la transplantation pénienne, qui paraissait un mythe et non réalisable, est aujourd'hui réalisée avec des résultats qui sont vraiment assez encourageants. Il y a une alternative, c'est la phalloplastie. Je crois qu'il faut proposer à nos patients sélectionner les 2 possibilités en informant vraiment bien. Et aujourd'hui, le PHRC de toutes les façons est limité au post-traumatique uniquement.
parce qu'on estime que pour commencer, prendre des patients qui ont une tumeur de verge, c'est trop risqué à cause de l'immunosuppression. Les personnes trans, aujourd'hui, l'enjeu est trop compliqué à cause de la taille des vaisseaux. Et les patients qui ont eu une extrophie ou un micropénis ont aussi des discordances de vaisseaux qui peuvent être gênants. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en vous disant qu'on espère pouvoir faire notre première transplantation dans les 2, 3, 4 ans qui viennent en fonction de la réponse de l'Agence de biomédecine à notre projet. Je vous remercie de votre attention. Je ne peux pas m'empêcher de je voulais peut-être montrer une dernière petite photo parce que vous allez le reconnaître. C'est notre ami Albert qui était représenté comme ça sur la fresque de l'internat de Lyon. Avec il était en train de greffer des verges à des anges, donc c'était un peu prémonitoire. Merci. On n'a pas vu la photo, Nicolas. Alors attends, je ne sais pas si... Là, vous l'avez? Ouais, refais un partage. Hein, là, ouais. Ah, il faut que je vous le montre quand même, parce que ça vaut le coup. Je pense que vous allez tout de suite le reconnaître. Alors, surtout que c'était l'un de ceux qui a lancé dans les années 80, puisqu'on était chef de clinique ensemble, Albert de Riche. On le voit tout à fait bien. Là. Moi, j'allais goûter les vins avec oui, Albert. On sortait alors, moi, j'ai une anecdote à vous raconter à toi aussi, Nicolas, puisque tu as fait allusion à Jean-Michel, qu'on appelait Max, du Bernard. La transplantation pénienne, on y avait pensé depuis très longtemps. Et l'anecdote est la suivante, rapide. On avait échangé beaucoup là-dessus et échangé sur la facilité chirurgicale que ça représentait éventuellement pour un chirurgien vasculaire que j'étais et pour le merveilleux chirurgien qu'il était. Alors, il dit... il faut qu'on aille voir Monsieur Pellerin. Alors, on est allé voir Monsieur Pellerin, ici même, d'ailleurs, je crois que c'était les tout débuts de cet endroit. Et alors, Monsieur Pellerin, qui m'avait confié une reconstruction de verge à faire, j'avais fait une phalloplastie à l'époque, avec David Ralph. Et Monsieur Pellerin nous avait dit, à Max et à moi-même, vous n'aurez jamais l'autorisation du Vatican pour faire ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la phalloplastie? Moi, j'ai une question. Nicolas, tu parlais éventuellement de l'indication du transsexuel, mais là, en termes de racines des corps caverneux, comment tu imagines le prélèvement serait différent? Exactement, je pense qu'on fera un prélèvement plutôt en bloc, c'est ce qu'on est en train de travailler sur pièces anatomiques, et à ce moment-là, on prendrait la totalité des corps caverneux, qu'on sectionnerait en biseau pour quand même avoir une anastomose caverneuse. Il y a un certain nombre de cas de verges amputées pour lesquels des chirurgiens qui n'avaient pas des compétences en microchirurgie et pas les possibilités, pas l'accès à la microchirurgie facile, ont parfois réimplanté simplement l'albuginé, suturé l'urètre, suturé la peau. Il y a eu quelques cas de succès, donc il semblerait quand même que d'avoir le tissu caverneux en contact avec du tissu caverneux, ça serait intéressant. Donc on couperait en biais les corps caverneux clitoridiens et on couperait en biais la racine des corps caverneux de la verge prélevée et on brancherait tout ça. Et on utiliserait les artères du donneur on irait prélever jusqu'à l'hypogastrique et on prendrait à ce moment-là l'hypogastrique qu'on brancherait en terminolatéral sur l'artère fémorale ou l'artère iliaque. En tout cas, sur le plan des anastomoses artérielles, je pense que sur les schémas que tu nous as montrés, j'en avais discuté au CAP avec l'initiateur de la première transplantation. Pas au Cap, c'était à Durban d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de faire trop d'anastomose artérielle parce que il y a toujours une compensation, on le sait par l'échographie. On a très souvent des gens qui ont des érections 10 sur 10 ou 4 sur 4 EHS avec une seule artère encore perméable. Donc ton idée d'aller chercher très loin et très haut l'artère pudendale me paraît excellente et une seule artère pudendale devrait suffire à vasculariser les greffons ultérieurs et ça serait beaucoup plus simple.
On y travaille. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi des questions de comment passer le vaisseau, par où le passer. C'est pas si simple parce qu'en fait, du coup, il va être très à la racine. Et il faut pas non plus qu'on ait un kink au niveau du vaisseau. Il faut qu'on ait un développement harmonieux de l'artère pour la faire remonter. Donc, c'est ces éléments-là qu'on est un peu en train de travailler. Mais a priori, ça paraît pas insurmontable. On l'a fait pour plein d'autres organes. Donc, je pense qu'il y a moyen d'arriver à faire quelque chose. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de cette très belle présentation dont je te remercie beaucoup, Nicolas? Non? Pas de questions? Bravo. Je vous remercie bien.